ta vendeuse de Kabato peut être président de la République et mieux gérer la Côte d'Ivoire qu'un agrégé, qu'un fonctionnaire du FMI et de la Banque mondiale. Mais ça, vous le savez. Mais pourquoi vous dites, par exemple, que la pauvreté est un délit, que c'est n'importe qui, que, par exemple, on met la clé... Tous les citoyens. Le président Lula, le président brésilien, mais c'est un enfant de pauvre. Il n'est même pas allé à l'école. Le président Ronald Reagan, l'un des meilleurs présidents états-uniens, il n'a même pas le niveau élémentaire, c'est-à-dire le CP chez nous ici. Vous voyez, le président ukrainien aujourd'hui, mais c'était un humoriste. Un peu comme nous, à Galawal ici, et autres, tout ça, etc. Mais parce que nous sommes dans une république, tout le monde peut prétendre. Tel que vous dites, c'est-à-dire que pour vous, seuls ceux qui ont l'argent, qui ont fait de grandes études, peuvent prétendre. Ça, c'est de l'aristocratie, c'est antidémocratique. C'est pourquoi je parle encore de plutocratie. Nous ne sommes pas dans une démocratie. Et quand on regarde bien, c'est la bourgeoisie qui nous gouverne. Regardez tous ces députés, tous ces présidents, tous ces candidats. Ce sont des hommes riches. Alors, la question que moi j'ai envie de vous poser avant de laisser la parole à vos autres co-débatteurs. Oui, Ali, il y a une question qui n'a pas été... Oui, je reviendrai à vous, ne vous inquiétez pas, je reviendrai. Est-ce que les partis politiques dont on vient d'entendre certains dans le sujet qui est passé tout à l'heure, est-ce que les griefs qu'ils évoquent sur la place publique, leurs représentants les mettent sur la table quand ils sont en commission au sein de la CEI, au sein de la commission centrale? Mais ça ne peut même pas, parce que ça n'a pas... En réalité, ce ne sont pas des griefs. Parce que quand ils rentrent et qu'ils voient le fonctionnement de la commission électorale indépendante, ce n'est même plus une préoccupation pour eux. Par exemple, il y a un des intervenants qui dit que la liste électorale doit être mise à la disposition de tous. Mais tout citoyen peut se procurer la liste électorale. L'article 12 dit que tout candidat, tout parti politique peut se faire délivrer la liste électorale à ses frais. Ça, c'est tous les jours. Pourquoi vous voulez dire des choses qui ne sont pas... Moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Tout à l'heure, l'un des intervenants a dit qui ne comprend pas le mécanisme ou le fonctionnement de l'élection. Lorsqu'il y a des accords politiques, on invite les partis politiques à faire des observations quant au cadre électoral. Ils font des observations. Mais M. Dierasouba, croyez-moi sur parole, 98% de leurs observations sont contenues dans le code électoral. À croire qu'eux-mêmes, ils ne lisent pas le code électoral. On a l'impression qu'ils ne lisent pas le code électoral. Toutes leurs préoccupations sont prises en compte dans le code électoral. La délivrance des procès-verbaux, la présence des représentants dans les bureaux de vote, la liste électorale, tout est dans le code électoral, qui est composé de 206 articles. Mais quand même. Très bien. Parfait. Alors, je n'ai pas... Oui, quelque part, on a dit... Oui. Et il dit que... j'aurais dit, c'est M. Katina qui le dit, il dit que j'aurais dit que les commissions locales sont créées pour la révision de la liste. Il ne m'a même pas compris. De quoi s'agit-il? Dites-nous. Voyez-vous, les commissions locales n'ont pas la même pérennité que la commission centrale. Les commissions locales sont mises en place pour des opérations électorales précises. Et quels sont les animateurs des commissions locales? Mais c'est les représentants des partis politiques. Lorsqu'on décide de faire la révision de la liste électorale, on écrit à tous les partis politiques, nous allons faire la révision de la liste électorale, donnez-nous les représentants de chez vous. Chacun nous envoie le nom de son représentant. Et ce sont ceux-là qui vont constituer, qui seront les membres des commissions locales. Mais quand on a fini l'opération de la révision de la liste électorale, on ferme boutique. Jusqu'à ce qu'on décide d'organiser les élections qui suivent. Et quand on décide d'organiser des élections qui suivent, on écrit comme on l'a fait pour la révision de la liste électorale aux partis politiques pour leur demander de nous donner la liste des noms des personnes qu'ils souhaiteraient voir au sein des commissions locales. Ce qu'ils font. Et quand on a fini cette opération électorale, on ferme boutique. Donc à chaque opération électorale, on écrit aux partis politiques de nous donner la liste. Donc au moment où il me parlait, j'ai dit non, mais ceux qui sont là, ils ont été désignés pour la révision de la liste électorale. Mais quand on va finir la révision, on va fermer boutique. Très bien. Voilà ce que nous disons. Et ils disent que pourquoi on ne prend pas des gens? Mais parce que à chaque ça peut coûter cher. Et ça ne vous cause aucun préjudice, puisque à tout moment, on vous invite à désigner des personnalités de chez vous au sein des commissions locales. Toutes ces commissions-là, ils sont tous là-dedans. Hein. Parce qu'il est bon de le savoir, aussi bien dans la commission centrale que dans les commissions locales. Ils sont tous là-dedans, vous faites allusion aux partis politiques. Aux partis politiques. Les seuls qui ne sont pas dans les commissions locales, c'est la société civile. Mais au niveau de la commission centrale, la société civile et les partis politiques qui sont représentés. C'est seulement dans les commissions locales que c'est les partis politiques qui sont.
Mais alors, les présidents, les bureaux des commissions locales sont issus de votes. Des alliances se font, et puis on désigne un président, on désigne un vice-président et un secrétaire. Ce sont ceux-là qui constituent le bureau de la commission locale. Mais moi, j'ai quoi à voir dans ça? La commission centrale n'a rien à voir dans ça. Ce sont eux qui sont habitués aux élections. On fait des élections et puis on met des bureaux en place. Maintenant, quand ils n'ont pas la présidence des partis, comme on appelle des commissions locales, ils s'en prennent à la commission. Oui, toutes les commissions locales sont dirigées par les agents d'État. Mais c'est une élection ou bien c'est pas une élection? Ils sont 10. 5 qui sont désignés par les partis de l'opposition, 4 qui sont désignés par les partis au pouvoir, ils vont à une élection. Quand le parti au pouvoir gagne les élections, on dit non, ce n'est pas le parti au pouvoir qui doit gagner les élections. Mais c'est pas comme ça que ça fonctionne quand même. Très bien. Une question n'a pas été décidée là. Rapidement, la question de Jérôme André. L'affichage des résultats bureau de vote par bureau de vote. Mais moi, je ne sais pas d'où ça vient. D'abord, la loi, le mode opératoire prescrit qu'il faut afficher les bureaux. Mais c'est pas fait. Et ça se fait. Peut-être que ça ne se fait pas partout pour certains, pour le zèle de certains de nos agents, mais ça se fait. Mais encore que l'absence de cet affichage ne vous cause pas préjudice puisque vous êtes présent. Puisqu'on va vous remettre le procès verbal qui n'est que la traduction de ce qui s'est passé dans le bureau de vote. Qu'est-ce que vous craignez? Une question de transparence. Mais oui, mais la transparence, vous l'avez entre les mains puisque vous avez le procès verbal. Mais la loi, on affiche comme on peut. Maintenant, si par extraordinaire, il y a des agents qui prennent la liberté par devers eux de ne pas afficher, mais vous avez le procès verbal. Voilà. Très bien, à la fin. Non, ce que moi je sais, pour les résultats, dans le bureau on comptabilise, et puis on donne les résultats de chacun. Oui. Et c'est affiché, c'est bien visible. C'est ce qui est répondu. Non, c'est pas toujours affiché. C'est pas toujours affiché. Ça veut dire que le bureau de vote ne comptabilise pas les voix alors. Je comprends pas. Non, c'est comptabilisé, mais les résultats sont à la disposition de tout le monde. D'accord, mais c'est clair. Jérôme, terminé. Non, mais c'est clair. Je disais que les standards électoraux demandent à ce que ces résultats-là soient affichés. Mais le constat, c'est que ce n'est pas affiché. Ne dites pas que ce n'est pas affiché. En général, c'est affiché. Dans certains cas, ce n'est pas affiché. Et ce n'est pas, et je le dis, si ce n'est pas affiché, ce n'est pas à des fins de fraude. Vous comprenez? Pour une question de transparence, ça devait être affiché. Oui, mais puisque vous avez le procès verbal, c'est-à-dire que quand on finit de faire le vote, tous les représentants des partis politiques ont leur procès verbal. Et puis en plus, on affiche. Ce qu'on affiche, c'est ce qu'on vous a donné. Maintenant, si on n'affiche pas, vous dites que c'est un manque de transparence. Mais ce qui devait être affiché, c'est ce que vous avez entre les mains. Je déplore que ça ne soit pas affiché pour certains. Et ça, c'est le zèle de certains de nos agents, je le confesse ici. Vous savez, les agents des bureaux de vote ne sont pas forcément des membres de la commission électorale indépendante. C'est comme quand un enseignant il donne son cours, il y a certains qui le comprennent en même temps, il y en a d'autres, c'est à l'occasion des compositions qu'ils apprennent la leçon. Donc c'est ce cas qui peut se produire. Et nous avons d'ailleurs invité les partis politiques chaque fois que besoin est, quand ils constatent des irrégularités dans les bureaux de vote, de se référer à notre chef des zones. Il y a toujours un représentant de la commission centrale qui se trouve dans les zones. C'est ceux-là qu'on appelle les superviseurs. Et automatiquement, on procède au règlement de cela. C'est vrai, il aurait fallu afficher, mais si on ne le fait pas, mais ne vous en faites pas, ce n'est pas la fin du monde, parce que vous avez le procès verbal qui atteste de ce qui s'est passé dans le bureau de vote. Geoffroy, Julien Kouao. Oui, merci beaucoup. Alors, j'aimerais faire 2 observations. Allez-y. La première sur l'intervention du président relativement à mes remarques et la seconde relativement à la crédibilité de la commission électorale indépendante. Alors, d'abord, le président a dit que quand on parle de suffrage, on parle seulement que de l'électeur. Non, le vocabulaire électoral est clair, on parle souvent de suffrage et de scrutin. Le suffrage, c'est comment on vote. Et le scrutin, c'est comment on compte les résultats du vote. Et les deux, parlant des deux, les deux font allusion au binôme électeur-candidat. On ne peut pas parler d'élection sans parler du binôme électeur-candidat. Donc, et le scrutin et le suffrage renvoient à ce binôme. Donc, l'égalité dont on parle, l'égalité concerne et les électeurs et les candidats. C'est pour cela, comme je vous l'ai dit, dans les démocraties occidentales, on fait le plafonnement des dépenses pour pouvoir permettre cette égalité entre les candidats. Je propose que pour l'élection des députés en Côte d'Ivoire, on propose par exemple 5 millions pour la campagne électorale. Je propose que pour le président de la République, on propose 500 millions pour la campagne électorale. Ça va permettre à tout le monde de pouvoir compétir parce que, en fait, et ça me permet de rebondir sur votre deuxième intervention,
Nous sommes dans une république. La république s'oppose à la monarchie. La monarchie, le souverain, c'est le monarque. Mais dans une république, c'est le peuple. Et dans le peuple, dans la république, tous les citoyens sont égaux. Le président de la république n'est pas supérieur à quelqu'un. Dans une république. Mais quand vous dites, par exemple, en donnant l'exemple, qu'il y a un monsieur qui est venu, il n'a pas 50 millions, et qu'on ne donne pas à n'importe qui et autres. Mais monsieur le président, excusez-moi, mais c'est des propos qui choquent un peu les valeurs républicaines. Justement, dans une république, il n'y a pas de farfelus. Tout le monde est chose et tout le monde peut prétendre être candidat. Mais la vendeuse de Kabato peut être président de la République et mieux gérer la Côte d'Ivoire qu'un agrégé, qu'un fonctionnaire du FMI et de la Banque mondiale. Mais ça, vous le savez. Mais pourquoi vous dites, par exemple, que la pauvreté est un délit, que c'est n'importe qui, que, par exemple, on met la clé. Tous les citoyens. Le président Lula, le président brésilien, mais c'est un enfant de pauvre. Il n'est même pas allé à l'école. Le président Ronald Reagan, l'un des meilleurs présidents états-uniens, il n'a même pas le niveau élémentaire, c'est-à-dire le CP chez nous ici. Vous voyez, le président ukrainien aujourd'hui, mais c'était un humoriste. Un peu comme nous à Galawal ici et autres, etc. Mais parce que nous sommes dans une république, tout le monde peut prétendre. Tel que vous dites, c'est-à-dire que pour vous, seuls ceux qui ont l'argent, qui ont fait de grandes études, peuvent prétendre. Ça, c'est de l'aristocratie, c'est antidémocratique. C'est pourquoi je parle encore de plutocratie. Nous ne sommes pas dans une démocratie. Et quand on regarde bien, c'est la bourgeoisie qui nous gouverne. Regardez tous ces députés, tous ces présidents, tous ces candidats. Ce sont des hommes riches. C'est pas normal. D'accord. Ce n'est pas la richesse qui décrète l'intelligence politique. Troisième élément, bon, la liberté, bon, ça c'est philosophique. Hein. On peut s'entendre comme ne pas s'entendre. Bon, ben, si je suis libre de ne pas voter, qu'on me permette aussi d'être libre de ne pas accepter les décisions prises par l'élu au choix duquel je n'ai pas participé. Voici la liberté. Moi, je n'ai pas participé au vote à Cocody parce que ça ne m'intéresse pas. C'est ma commune. Donc, les mesures prises par le maire de Cocody, je ne les respecte pas, ça ne s'impose pas à moi. Il faut que ma liberté se poursuive, continue. Mais vous dites non, tu es libre de voter ou de ne pas voter, mais tu es obligé d'accepter les décisions. Vous voyez que la notion de liberté, là, est un peu chose. Je pense, mais ce sont des réflexions. Je vous concède ce jour. Maintenant, concernant la crédibilité de la CEI, non, le problème est d'une simple clarté. Vous l'avez bien si bien souligné, Monsieur le Président. Au départ, c'était l'administration. Tout le monde était unanime pour reconnaître que notre administration n'était pas impartiale, n'était pas neutre. C'est donc un aveu d'échec de gouvernance de tous les régimes qui se sont succédés. Parce que l'administration, par définition, doit être neutre. Tout à l'heure, vous avez pris l'exemple de la France avec l'actualité. C'est le ministère de l'Intérieur qui organise les élections là-bas. Mais personne ne va discuter. On a vu aujourd'hui le ministre Darmanin, qui est le ministre de l'Intérieur, candidat à sa propre succession en tant que député. Quand il est allé, il s'est mis en rang. Dans une république, on se met en rang. Il n'y a pas président de la République, il n'y a pas chose qui arrive en retard. Il s'est mis en rang pendant 35 minutes avant d'aller voter. C'est symptomatique. Et personne ne peut discuter parce qu'on fait confiance aux fonctionnaires. Mais chez nous ici, personne ne fait confiance aux fonctionnaires, à l'administration. C'est pour cela qu'on a mis en place la CEI. Mais on dit qu'elle est indépendante. Mais elle devait être indépendante vis-à-vis de qui? La CEI devait être indépendante vis-à-vis de l'administration. Mais que fait le représentant du président de la République, chef de l'administration, qui par ailleurs lui-même est président d'un parti politique, donc compétiteur électoral? Que fait le représentant du ministre de l'Intérieur, qui est lui-même par ailleurs membre d'un parti politique? C'est l'administration. Donc la commission électorale indépendante n'est pas indépendante de l'administration. Elle devait être indépendante des compétiteurs. Et ça va de soi. On ne peut pas organiser un match à SEC Africa et prendre un arbitre à SEC, un supporter de la SEC et des arbitres de touche supporters de l'Africa. Ça n'a aucun sens. Donc en d'autres termes... J'arrive. Terminé, Geoffroy. En d'autres termes, les partis politiques ne devaient pas avoir leur représentant. Les partis politiques, il faut le dire, n'ont pas droit d'être au sein de la commission électorale. Voilà, il faut le dire, cette commission électorale est dépendante des partis politiques. Parce que, vous voyez, quand on parle de représentants des partis politiques, ils disent non, ce ne sont pas nos représentants. Une fois qu'on est nomme, ils prennent serment et ils ne nous représentent plus. C'est ça. Vous savez, comme le disait Jean Jaurès, quand les hommes n'arrivent pas à changer les choses, ils changent les mots. C'est leur représentant. Comprenez? Et donc, cette question repose avant tout sur une question de crédibilité. Et je le répète, la mise en place d'une commission électorale indépendante dans un État démocratique est un échec du dysfonctionnement de l'administration. Ce n'est pas un progrès politique, ce n'est pas un progrès démocratique. Il faut revenir
à l'organisation de l'élection par le ministère de l'Intérieur. Cela suppose qu'on doit former des fonctionnaires neutres qui doivent avoir pour maxime le principe du devoir d'ingratitude. J'aimerais un jour qu'on fasse une émission sur justement la formation de ces fonctionnaires neutres et que tous s'accordent en Côte d'Ivoire pour qu'on leur confie l'élection. Ça, c'est un autre sujet. Voilà. Vous avez évoqué plusieurs sujets. Alors, je vais laisser le président de la CEI réagir. J'ai bien aimé l'intervention de mon frère Kwao, sauf qu'il s'adresse à la mauvaise personne. Pourquoi? Parce que ce n'est pas moi qui fais les lois. Quand je parle ici, c'est en application et en interprétation des dispositions légales. Vous avez totalement raison. Voilà. Donc, pour moi, jusqu'à ce que le législateur, qui est le représentant du peuple, décide à travers une loi que pour être président de la République, il ne faut pas payer une caution, jusqu'à ce que cette modification le soit, pour l'heure, il y a une caution. C'est ce que nous appliquons. Et le fondement qui a justifié l'institution de cette loi, c'est celle-là que je vous explique. J'ai dit le législateur, il a bien voulu sortir de la compétition électorale les personnes farfelues. C'est comme ça que ça est dans l'esprit des tests. C'est dans l'esprit des tests et je ne fais que le traduire. Et puis quand vous prenez les exemples des présidents qui sont issus de familles modestes, on ne vous a pas dit qu'ils ont respecté des conditions? Il y a des conditions financières. Hein? Peut-être que vous ne le savez pas. Lula, il y a des conditions financières. Prenez bien la disposition. Au niveau du Brésil, il y a des conditions financières, il y a le parrainage, il y a les conditions financières d'un pays à un autre. Chaque pays a sa loi électorale. Regardez, par exemple, on parle de triangulaire en France. Mais chez nous, le triangulaire, c'est quoi? Le triangulaire, c'est la possibilité donnée aux trois venus en première position de se présenter au deuxième tour. Chez nous, ça n'existe pas. Chaque pays a sa disposition légale. Pour l'heure, le législateur ivoirien a prescrit le parrainage et le cautionnement. Alors ne m'en voulez pas parce que je ne suis pas législateur. Donc ce n'est pas moi qui le dis, c'est le législateur qui l'a dit et ça a toujours existé. Là, il est bon aussi de le préciser. Ce n'est pas à la venue de M. Cuvier à la tête de la commission électorale que cette disposition existe. Elle existe depuis longtemps. Et c'est tout à fait normal. M. Kwao, pour faire de la philosophie, allons-y. Vous savez, dans une société, il y a des règles. Il y a des règles. Et les règles de compétition restreignent toujours des libertés. Si vous me dites que au nom de la liberté, quand je n'ai pas voté quelqu'un, je n'ai pas à me soumettre à cette décision, mais comment on fait pour vivre dans la société? C'est parce que la liberté doit être utile. Et ceux qui ont fondé la règle juridique disent que la règle juridique, quand elle est valable, elle se doit en plus d'être utile. Et l'utilité, c'est son application dans la société, dans l'intérêt du bien-être de la population. Alors, comment on fait quand dans un pays, parce que vous n'avez pas désigné quelqu'un, vous ne vous soumettez pas à la décision prise par cette personne. Mais c'est une violation de la démocratie, parce que la démocratie, c'est le principe de la majorité. C'est ça la démocratie, M. Kwao. C'est le principe de la majorité. C'est ceux qui ont la majorité qui gouvernent. Alors ceux qui n'ont pas la majorité se soumettent à ceux qui ont la majorité. C'est le principe du nombre. C'est un principe cardinal en matière de démocratie. La vérité se trouve du côté du nombre. Voilà la démocratie. Donc quand je vous dis, vous dites que oui, les deux, c'est des binômes, l'électeur et le candidat. Bon, moi, jusqu'à preuve du contraire, le suffrage, c'est le pouvoir reconnu à l'électeur d'accorder son choix à un candidat. Donc, quand le suffrage est universel, mais c'est le choix, c'est le caractère du choix. Le caractère du choix doit être universel, doit être libre, doit être égal, doit être secret. Maintenant, si vous l'étendez au candidat, parce que le candidat, il peut être libre, tout le monde peut venir tout le monde doit être candidat. Bon, vous savez, mais même au niveau naturel et biologique, la science nous a révélé que à l'assaut de l'ovule, plusieurs spermatozoïdes vont à l'assaut de l'ovule, mais seul un spermatozoïde arrive à féconder l'ovule. C'est pour dire que même au niveau naturel, il y a des sélections qui se font. Pourquoi voulez-vous que nous, vivants, humains, ne puissions pas faire des sélections? Vous-même, vous êtes professeur, mais chacun de nous, je l'ai dit tantôt, chacun de nous a une science. Mais pour enseigner à l'université, il faut respecter une certaine discipline. Alors si vous dites non, chacun doit pouvoir faire ce qu'il veut dans un État, mais ça fait désordre, ça. Ça fait désordre. C'est pour cette raison qu'il y a toujours des règles pour encadrer.
Et donc, quand le législateur le dit, il le dit en connaissance des causes. Et jusqu'à ce que ça soit modifié, mais nous allons nous en tenir à ce que les dispositions légales disent. Très bien, nous allons marquer une courte pause. À la fin, Wakili, rapidement. Oui, moi, j'aurais voulu demander comment ils comptent associer la société civile et les partis politiques à la sensibilisation qui démarre demain. Un. Deux, l'inscription obligatoire qui est en même temps automatique. Est-ce le bon moyen de parvenir aux 12 millions d'enrôlés sur la liste électorale, étant entendu que le président du PDCI est en grande campagne tournée et il déclare souvent que 8 millions d'électeurs, c'est insuffisant, ce n'est pas normal, en visant l'objectif de 12 millions. Alors, je réponds pour dire que le référentiel ne doit pas être 30 millions de personnes. En le faisant, ce n'est pas juste. Le dernier recensement a établi que nous sommes 29 millions par là. Dans les 29 millions, c'est les 29 millions d'habitants. Tous les habitants ne sont pas des Ivoiriens. Et tous les Ivoiriens ne sont pas des électeurs. Donc il faut sortir de ces 29 millions, d'abord les nationaux, et ensuite les électeurs, les potentiels électeurs. On nous a dit qu'il y a 22 500 000 Ivoiriens. Et que dans les 22 500 000, il y a 12 600 qui sont des éventuels électeurs. Et sur les 12 millions, sur les 12 600 000, il y a 8 millions qui sont sur la liste électorale. Donc, l'analyse doit se faire à partir des 12 millions et non des 30 millions. C'est comme ça qu'il faut le faire. Tout à fait. Voilà. Et donc, à l'heure actuelle, nous sommes à 64% d'inscrits sur la liste électorale. Donc, c'est déjà pas mal. Même s'il y a des efforts à faire, c'est déjà pas mal. Voilà, parce que le standard international, je crois qu'on l'a dépassé. Très bien. Voilà. Merci d'avoir regardé la vidéo. Avant de nous quitter, n'hésitez pas à partager vos avis dans les commentaires. À bientôt pour de nouvelles vidéos.